Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'information Passe l'Info. Bonjour à tous. Cette semaine dans l'actualité nationale, vous verrez que nous développerons plusieurs sujets sur les législatives en France. Dans l'actualité internationale, nous vous parlerons de la Syrie sous BHL, ensuite d'un trappeur de blaireaux et enfin de répression au Québec. Actualité nationale, législative dans le Nord. Dans les 4 circonscriptions où sont présents les différents candidats soutenus par le parti antisioniste, un véritable travail de sape est orchestré tel l'arrachage ou les tags des affiches, mais aussi des insultes, voire des agressions physiques. Dans la 8e circonscription de Roubaix et Watt-Rollo, où se présente Farah Ghouasmi, les affiches de tous les candidats, sauf celui du maire socialiste de la ville de Watt-Rollo, sont automatiquement arrachées ou maculées de peinture. Je les ai regardés. J'ai regardé tous les candidats qui se présentaient dans le Nord. Il y avait à peu près 200 personnes, à peu près. Ils n'étaient pas tous là, certains ramenaient leur second, leur remplaçant. Et je les regardais, il n'y avait que du faux, que de l'apparence. Il n'y avait pas de sincérité dans ce qu'ils font. Ils disent ce qu'ils disent que pour avoir quelques votes en plus. Si dire droite, ça leur ramène plus, ils vont dire droite. S'il faut dire sioniste pour que ça ramène plus de votes, ils vont dire sioniste. S'il faut dire palestinien pour que ça ramène plus de votes, ils vont dire palestinien. Moi, j'adresse un message à tous les électeurs, de toutes les sensibilités. L'antisionisme, c'est ce qui nous rassemble le plus, je pense, dans un système UPS où la démocratie est étouffée. Ma candidature a beaucoup surpris mes adversaires et mes amis parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'ai le courage quand même de me présenter à une élection. Elle a beaucoup surpris, elle a beaucoup fait réagir et je pense être le seul candidat, le candidat dont on a le plus parlé sur la circonscription. Malheureusement, pas toujours positivement et d'ailleurs les médias n'ont pas été très agréables avec moi. Mais c'est pas grave, moi j'en appelle aux électeurs et j'en appelle à une révolution démocratique. À Dunkerque, des militants socialistes font campagne au son, écoutez bien, Israël vaincra. Ces faits ont été constatés notamment dans la 13e circonscription du Nord où M. Benamar Serbout et des membres de son équipe de campagne se sont fait agresser samedi 26 mai par des militants du Parti socialiste supportant l'élection de Christian Hutin. Ces faits se sont produits durant un tractage dans le marché de Dunkerque. Présent sur les lieux, la police municipale n'a pas bougé. Un dépôt de plainte a été déposé au commissariat de Dunkerque pour agression physique et injure publique. Il n'y en a aucun qui est sain là, dans ces deux partis, là. Ces affamés de pouvoir. J'en ai rien à foutre du pouvoir. Ce que je veux, c'est redonner le pouvoir au peuple. Si vous votez pas pour moi, votez pas pour les sionistes du Parti Socialiste. Au moins pour eux, quoi. Faites-le pour votre ville, pour votre circonscription, quoi. Allons maintenant pour les législatives, mais dans le sud. Le candidat hors norme, Salim Laïbi, dit le libre penseur, organisait son premier meeting à Marseille dans le cadre de sa course aux législatives dans la 7e circonscription de Marseille avec la présence de Dieudonné Mbalambala et Alain Soral. Mais dans une dépêche AFP du 26 mai 2012, la municipalité de Marseille avait qualifié d'indésirable la venue de Dieudonné, qui devait participer mercredi 30 mai au meeting politique de Salim Laïbi. Il y a une presse à charge en ce qui me concerne, qui est, j'ai la sensation, en tout cas on ne peut pas me reprocher d'avoir cette sensation, qui est aux ordres, qui est pieds et mains liés aux ordres des intérêts sionistes et israéliens. Dans la même journée, j'étais moi dans le train, j'étais en direction de Montpellier, et je constatais qu'en Israël, et on ne peut pas les soupçonner d'être antisionistes, c'était dans le Figaro, et il disait qu'il y avait une sorte de chasse aux Noirs, là-bas il y avait une grande manifestation contre l'immigration, il y avait une manifestation à Tel Aviv qui rassemblait des milliers de personnes, où on disait « dehors les Noirs, dehors les Noirs ». Vous imaginez que ces réseaux sionistes en France, moi, m'empêchent de travailler. Donc, il y a un lien, il y a aujourd'hui, en France en tout cas, nous sommes dans une situation où le lobby sioniste a pris une telle place qu'ils interdisent l'accès à toute critique. Et la scène nous est aujourd'hui confisquée. Bon, moi je suis un baromètre, je suis un humoriste. Et même dans cette campagne, on en parlera tout à l'heure à Dreux, je reste dans mon statut d'artiste qui s'interroge sur la société dans laquelle il vit. Et je m'interroge aujourd'hui sur le sérieux de nos institutions. Et comment se fait-il qu'elles ne soient pas perméables à ces institutions, enfin ces associations communautaires racistes? Parce que ce qui se passe en Israël, c'est ce qui va se passer demain en France. Il ne faut pas rêver.
La raison invoquée par la mairie est le désormais fameux risque de trouble à l'ordre public. Pourtant, Dieudonné a déjà donné plusieurs spectacles à Marseille et à chaque fois, la municipalité n'a jamais eu à déplorer de troubles à l'ordre public. Selon Selim Laibi, la raison est tout autre. On l'écoute. Donc la municipalité veut demander à la préfecture d'émettre un arrêté préfectoral afin d'empêcher cette réunion politique suivie d'un spectacle humoristique. On se pose des questions. Alors, premièrement, la question se pose puisque la responsable de cette absurdité sans nom est une avocate, Madame Caroline Pouze-Montier. Avocate, titulaire donc d'un diplôme pour défendre les citoyens et donc elle doit connaître le droit. Caroline Pouze-Montier, est donc avocate. Elle n'est pas censée ignorer la loi. Pourtant, elle a été dans sa jeunesse éclaireur israélite de France, puis au comité directeur du CRIF. Elle est à la Chambre de commerce France-Israël Marseille. Enfin, elle travaille dans l'association pour la Fondation Mémoire d'Auschwitz. Alors moi je veux bien que chacun ait ses idées, chacun protège ses intérêts, mais là je ne comprends pas qu'une personne avec un CV pareil, c'est-à-dire une sioniste convaincue, redoutable, militante, qui a le pouvoir municipal, etc., puisse se déterminer dans une affaire la concernant avec Dieudonné. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas être jugé parti. Alors je pose une question. On est où? À Marseille ou à Tel Aviv? Je pose la question. On est où? Et je prends à témoin la population. Parce que si on m'empêche de m'exprimer dans ces élections législatives 2012, je pratiquerai absolument tous les recours possibles et imaginables, parce que vous ne pouvez même pas imaginer quelle détermination m'anime. Ça vous dépasse, je vous le dis tout de suite. Parlons maintenant, et toujours dans le même sujet, du vote électronique. Lors de notre précédente émission, nous vous annoncions la possibilité pour quelques 700 000 Français qui résident à l'étranger de voter par le biais électronique. Et ce, malgré les alertes lancées par des informaticiens sur les failles du système de sécurité décelé pour ces élections législatives. Une polémique a éclaté la semaine dernière, entraînant une vive contestation. Ainsi, Laurent Grégoire, informaticien de profession, aurait démontré qu'il était techniquement possible de modifier le vote d'un électeur au moment de l'envoi de son bulletin dans l'urne électronique. D'après un document mis en ligne le 27 mai, ce dernier étaye la thèse de l'existence d'importantes failles de sécurité. Dans ce dossier, long d'une vingtaine de pages, il explique comment il a réussi à insérer des lignes de code informatique à l'intérieur même du logiciel de vote. Cette attaque, dite de l'homme du milieu, permet de s'immiscer dans une communication entre deux parties pour l'intercepter ou la manipuler. Laurent Grégoire a ainsi pu envoyer dans l'urne électronique un autre bulletin que celui choisi par l'électeur. Actualité internationale, la Syrie sous BHL. Le gouvernement syrien a réfuté ce dimanche 27 mai toute responsabilité dans la mort d'une centaine de personnes à Oula. Il attribue le massacre à des terroristes et a ouvert une enquête sur ces violences. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Djihad Makdissi, déclare, je cite, « Nous réfutons totalement toute responsabilité gouvernementale dans ce massacre terroriste qui a visé les habitants. » Bien sûr, tous les médias occidentaux se sont relayés pour accuser les forces syriennes. Mais après enquête, il s'était avéré que les victimes avaient été sommairement exécutées et non tuées sous des bombardements. Alors, tout d'un coup, les médias changent de version et accusent un certain groupuscule pro-régime d'être derrière ce massacre. Et cela sans l'ombre d'une preuve, si ce n'est la version d'opposants au régime installé en Europe. Le massacre de Oula est intervenu la semaine dernière. D'ailleurs, la presse a été longue à embrayer, mais dès lors que la machine est lancée, on s'aperçoit qu'elle ne s'arrête plus et qu'elle va extrêmement vite. On laisse le temps aux images de se diffuser à travers la planète. La vague d'indignation se développe. Par là-dessus intervient une vague d'expulsion massive, montrant et donc consolidant l'idée que le gouvernement
syrien est bien le responsable de ces massacres, qu'il est le coupable. Après tout, les gouvernements occidentaux élus démocratiquement ne sont pas censés être des menteurs professionnels ou des manipulateurs forcenés. Et c'est pourtant, à l'évidence, ce qu'ils sont. L'histoire nous l'apprend, mais tout est fait pour écraser l'histoire et pour que les peuples, justement, ne se souviennent pas. En 2011, Bernard-Henri Lévy était l'un des partisans d'une intervention militaire en Libye. Il avait été critiqué par sa présence aux côtés de l'ancien président, M. Sarkozy. BHL surexcité à faire des V de victoire à tout bout de champ et surtout à s'incruster derrière le président. 1. Il arrive et se plante derrière. 2. Il se pétège comme un malpropre à 2 doigts de se battre. 3. Il essaye de revenir avec des lunettes noires. Mais se refait juste derrière. Le changement n'étant pas pour maintenant, le ministre des Affaires étrangères, BHL, n'a apparemment pas perdu son poste et continue à donner ses ordres au nouveau président de la République. M. Hollande est sommé d'intervenir militairement en Syrie. Donc je crois qu'une opération internationale qui consisterait à arrêter les avions de la mort, à leur interdire de décoller et à arrêter les chars pourvoyeurs de mort, c'est-à-dire à les bombarder quand ils approchent des villes et quand ils se mettent en position de peloton d'exécution, cette opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies s'il devait se vérifier que Vladimir Poutine persiste dans sa politique criminelle et dans son soutien sans faille au terrorisme d'État syrien? Voilà la question que je lui adresse. Et est-ce qu'il faut aller plus loin, comme le demandait Bernard-Henri Lévy, vous l'avez entendu dans ce journal, et envisager une action militaire comme on l'a fait en Libye? J'entendais Bernard-Henri Lévy évoquer une intervention armée. Elle n'est pas exclue, à condition qu'elle se fasse dans le respect du droit international, c'est-à-dire par une délibération du Conseil de sécurité. Et maintenant, cap vers le Royaume-Uni, un trappeur de blaireaux. Merci pour le jeu de mots. En Angleterre, ce lundi 28 mai, un manifestant a interrompu l'intervention de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair devant une commission sur l'éthique des médias. Le militant a crié à l'encontre de M. Blair, je cite « Excusez-moi, cet homme devrait être arrêté pour crime de guerre. JP Morgan l'a payé pour la guerre en Irak 3 mois après avoir envahi ce pays. Il a volé 20 millions de livres sterling à la Banque d'Irak. Puis il a été payé 6 millions de dollars par la banque tous les ans. » Ce militant de 49 ans, David Lawley-Wakeling, est le réalisateur du documentaire de 45 minutes intitulé « The Alternative Iraq Enquiry », l'enquête alternative sur l'Irak. Et maintenant, dirigeons-nous au Québec. Oui, alors depuis 4 mois, les étudiants manifestent à Montréal et dans tout le Québec contre la hausse des frais de scolarité qu'ils estiment abusive et injustifiable. Des observateurs indépendants de l'Organisation des Nations Unies sur les problèmes de liberté fondamentale et d'expression sont préoccupés par les actes de violence qui ont eu lieu au Québec pendant les manifestations du 24 mai dernier où 700 manifestants ont été amenés en détention. Qu'est-ce que vous allez faire avec les appels aux manifestations, les casseroles, ce qu'on a entendu tantôt concernant... Je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'interpréter ça comme étant des menaces. Appelons les choses par leur nom. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des menaces comme ça? Un gouvernement ne cède pas devant les menaces. L'émissaire de l'ONU déclare, je cite, « Ces observateurs appellent les gouvernements du Canada et du Québec de respecter totalement le droit de tenir des regroupements pacifiques, le droit à la liberté d'expression et d'association des étudiants touchés. Les amendes imposées par la loi, jusqu'à 125 000 $, sont disproportionnées et peuvent décourager les étudiants d'exercer leur droit de manifester pacifiquement. » Fin de citation. Et
Et maintenant, quelques brèves manifestations contre Israël. Selon IRIB, les Turcs ont été des milliers à dénoncer Israël au second anniversaire de l'abordage de la flottille Mavi Marmara par un commando israélien il y a 2 ans. 9 citoyens turcs ont été tués au cours de cet abordage. La manifestation s'est déroulée au milieu d'un vaste dispositif sécuritaire. Les manifestants se sont rassemblés devant la représentation diplomatique d'Israël. Ils ont scandé « Abat Israël ». Sur les banderoles arborées, on pouvait lire « La Palestine n'est pas seule. Israël, go out ». À présent, une brève sur l'informatique. Selon le Figaro, un logiciel malveillant et très complexe, Flame, agissait en grand secret depuis environ 2 ans et volait et effaçait des informations importantes. Ce sont les équipes de Kaspersky Lab, éditeur russe de logiciels antivirus, qui viennent de le découvrir. L'Union internationale des télécommunications a fait vérifier des ordinateurs appartenant au ministère iranien du pétrole et à la Société nationale du pétrole de la République islamique sous leur demande. Ce virus était commandité par un ou plusieurs États visant l'Iran et dont la complexité et la fonctionnalité dépassent toutes les cybermenaces connues à ce jour. Abolition des privilèges? Alors, après avoir exhorté les Grecs de payer leurs impôts, des internautes dénoncent l'ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde, qui gagne actuellement plus de 380 000 € par an, mais ne paie pas d'impôt sur le revenu. C'est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques datant de 1961 qui justifie qu'en qualité de fonctionnaire international, Christine Lagarde bénéficie d'un statut fiscal spécifique. L'article 34 explique que l'agent diplomatique est exempt de tout impôt et taxes personnelles ou réelles, nationaux, régionaux et communaux. Et voici notre fameuse brève insolite, cannibalisme sous LSD. Effectivement incroyable. Selon le Parisien, à Miami, un homme nu dévorait le visage d'un SDF suite à la prise d'une nouvelle drogue synthétique du type LSD. Des témoins ont essayé désespérément de mettre un terme à l'agression et prévenu la police. L'arrivée des policiers n'a pas fait cesser l'agresseur qui a continué de manger le visage de sa victime jusqu'à ce qu'un policier l'abatte de plusieurs balles. La victime a été conduite dans un état grave à l'hôpital. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci à la rédaction et à toute l'équipe de Passe l'Info. Et maintenant, c'est votre rubrique Vox Populi. Merci et surtout, n'oubliez pas, passez l'info. Voilà, moi je suis anti-sioniste, ça ne veut pas dire que je ne connais pas des personnes qui sont juives et qui ne défendent pas leurs idées juives. Je suis d'accord avec ça parce que voilà, nous on est dans une tolérance religieuse également pour eux. Et être anti-sioniste, donc voilà, c'est pas être anti-juif. On voit qu'en France, et c'est ça qui est grave, c'est que les opinions des autres ne sont plus comptées. On est des personnes invisibles, si vous voulez. À partir du moment où on défend une idée autre que celle de la majorité, on n'existe plus. Donc forcément, quand on nous croise dans la rue ou quelque part, on ne nous voit pas. Ils vont voir justement cette apparence qu'on peut avoir, mais ils ne savent pas les idées qu'on peut défendre. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'on n'existe plus en fait en France. Et on n'a plus le droit de porter des idées autres que la majorité. Dans certains pays, on meurt pour avoir le droit de vote et c'est un droit qu'on a, donc c'est un droit qu'on doit justement faire valoir et voter vraiment en conscience, en ayant conscience de ce qui se passe. Pas voter parce que voilà, Hollande il est au pouvoir ou vive la gauche, parce que Hollande ce qu'il défend c'est vraiment pas les valeurs sociales auxquelles les gens veulent adhérer.